Bon, c'est parti. Bon, ça va être un voyage, hein, je vous préviens. Donc, cette fois-ci, on va laisser de côté une partie du travail de Guénon sur la tradition primordiale. C'est un sujet que je traiterai à part dans une prochaine vidéo. Là, on va s'intéresser à la crise du monde moderne. Son livre phare, voilà, que j'ai ici. J'ai annoté quelques passages intéressants. On va démêler tout ça parce que, il y a pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord avec Guénon. En quelque sorte, il a mis le doigt sur un problème qui est tout à fait réel et reconnu de nos jours. Donc, en un sens, il a été précurseur. Le problème, c'est ce qu'il met à la place, c'est cette fameuse tradition primordiale. Donc, il y a tout un aspect, encore une fois, que je traiterai plus tard. Mais là, aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il n'y a pas de tradition primordiale. Donc si la modernité est en crise, on ne peut pas se rabattre sur cette fameuse tradition. Donc on est doublement en crise, si vous voulez. On va faire un voyage à travers l'histoire de la science. Et la première fois que j'ai pris contact avec Guénon, c'était en lisant ce bouquin, Les principes du calcul infinitésimal. Voilà, que j'ai ici. Voilà. Alors, je l'ai lu il y a un moment, je l'ai pas relu, hein. Mais j'ai souligné ce passage, parce que je trouve qu'il est assez caractéristique. Et je vais pas prendre de gants, hein. Je vais vous le dire tel que je le pense. J'ai trouvé ce livre grotesque. Mais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et on va y revenir, parce que vous allez comprendre où je veux en venir. Je vais sembler faire des détours immenses à travers l'histoire de la science, mais je vais revenir à cette histoire de calcul infinitésimal, parce que c'est complètement relié à cette histoire de tradition, c'est complètement relié à la crise du monde moderne, tout tourne autour de ça, en fait. Ce moment précis de l'invention du calcul infinitésimal. Donc le fait qu'il ait écrit un livre dessus, au départ, je me suis dit, cool, il a compris des trucs. Bon, là, sur le calcul infinitésimal, non, il n'a pas compris des trucs, hein, visiblement. Alors, je sais que c'est technique. C'est des maths auxquelles pas grand monde a été exposé. Euh, donc, je vais essayer de rester simple, quand même, sur cette question. Donc là, il dit... je vais pas tout montrer, mais il cite Leibniz, l'inventeur du calcul infinitésimal, je sais plus où, un peu plus loin, il cite... euh, Bon bref, donc je vais lire le passage. Mais c'est précisément cette impossibilité d'atteindre les limites de certaines choses, et même parfois de les concevoir nettement, qui cause, du moins chez ceux à qui le principe métaphysique fait défaut, le côté... alors il insiste beaucoup hein, sur tout ça, la tradition, la métaphysique, etc. L'illusion donc que ces choses n'ont pas de limite, et redisons-le encore, c'est cette illusion et rien de plus qui se formule dans l'affirmation contradictoire d'un infini déterminé. C'est ici qu'intervient, pour rectifier cette fausse notion, ou plutôt pour la remplacer par une conception vraie des choses, l'idée d'indéfini. En soi, pourquoi pas? Bon, quand j'en étais arrivé là dans le bouquin, je me suis dit, ouais, ok, why not? Mais bon, après, en fait, il n'en fait strictement rien. C'est une dissertation totalement creuse et vaseuse sur l'idée d'indéfini. Parce que, on va le voir tout à l'heure, moi j'en ai fait du calcul intégral. J'aimais ça en plus. Je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça amène, son idée d'indéfini, de manière concrète, pratique? Soit dans les maths, soit dans la méditation, soit, j'en sais rien, quelque part dans quelque chose. En fait, ça n'aboutit à strictement rien. Et c'est pas juste moi qui le décrète, c'est que son bouquin n'a eu strictement aucune influence en science, mais aucune. Et je peux vous dire que des bouquins sur l'épistémologie de la science, il y en a eu. Et en l'occurrence, sur cette idée l'impossibilité d'atteindre les limites de certaines choses, ça fait partie de la science. Et alors, je sais pas quand est-ce qu'il a écrit ce bouquin. Bon, voilà, il a été édité en 46. Donc, à son époque, par exemple, il y avait le théorème de Gödel, qui était déjà connu, qui parle précisément de cette question-là. Et des limites du raisonnement. Mais c'est pas les limites du calcul, c'est les limites du raisonnement. Donc oui, ça existe. Mais lui, en fait, il veut appliquer ça au calcul. Et en fait, après, ça fait plouf, quoi, toute sa démonstration. À aucun moment, il n'y a eu aucune formule mathématique, il n'y a aucune application. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire?
Donc c'est de là qu'est partie un peu ma méfiance. Mais vous allez voir que c'est pas, je vous raconte pas juste ma vie pour rien. On va y revenir à cette histoire. Donc René Guénon, la crise du monde moderne. Je vais lire ce passage pour cadrer un peu sa théorie. Donc pour René Guénon, le Kali Yuga, alors le Kali Yuga c'est l'âge de fer, c'est l'âge de la déchéance, si vous voulez, l'âge sombre, aurait commencé au VIe siècle avant l'ère chrétienne, avec en particulier le début du point de vue profane en Grèce. Bon, là il parle en fait des philosophes qui inventent la philosophie et qui disent ouais, mais et si c'était pas Zeus qui envoyait des éclairs, et si c'était la nature. Donc tout démarre en gros avec cette question. Hein. Je simplifie, mais c'est l'idée. La Renaissance aurait accéléré le processus, il en résulterait alors une civilisation qui nierait tout principe supérieur, ramenant aux éléments purement humains. Ramenant tout, pardon, aux éléments purement humains. Donc c'est l'humanisme, précisément, ce dont il parle, hein, qui débouche sur l'individualisme, l'égalitarisme, le chaos social. Lié à la mise en place du système démocratique depuis la Révolution française. Résultant de la fin de toute hiérarchie sociale correspondant au système des castes en Inde, il en résulterait un monde entièrement tourné vers le matérialisme. Alors, je vous ai déjà parlé de mon point de vue sur l'humanisme, et là-dessus, je le rejoins au moins en partie. Donc, je ne vais pas refaire toute la vidéo, mais effectivement, il y a un souci avec les lumières 1.0, je les ai appelées comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on est dans les lumières 2.0. Alors Guénon, lui, bah, il est né dans cette période-là, juste avant le développement de la suite. Donc à son époque, c'est vrai que vous pouvez voir les choses de la manière dont il voyait. Et effectivement, il s'était basé sur les connaissances de l'époque, sur ce qu'ils avaient. Donc c'est pas un reproche, moi, que je leur fais, hein, pour le coup. C'est pas une dégénérescence, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et là, les lumières 1.0, elles sont la résultante de ce moment particulier de la science, de l'histoire de la science, enfin celui-là en particulier, Newton et Copernic, et Galilée. C'est vraiment au cœur de mon propos, hein. Vous allez comprendre, tout tourne autour de ça. Pourquoi on est dans le monde matérialiste, et là-dessus je rejoins Guénon. On a complètement évacué la partie spirituelle. Quand je vous dis réconcilier science et spiritualité, quelque part, le projet de Guénon est très similaire à celui que je vous propose. Sauf que, lui, de mon point de vue, et c'est ce que je vais démontrer dans cette vidéo, il idéalise complètement la tradition. Il veut retourner à la tradition. Alors que moi, je dis, oui, la tradition, il faut récupérer des trucs, mais pas tout, clairement pas tout. Hein, et il faut sûrement pas y retourner, hein, comme lui veut le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ceci dit, on est d'accord sur ce point-là. Donc voilà, il y a ici un exemple où il cite, alors il donne plusieurs, car il parle de l'industrie par rapport au travail artisanal. Et là-dessus, on peut convenir que il y a un supplément d'âme dans le travail artisanal. Ceci dit, on peut pas tout faire avec du travail artisanal. Hein. Un ordinateur, si vous n'avez pas d'industrie, vous ne pouvez pas le fabriquer. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais on s'en fout, c'est la quantité, l'ordinateur, c'est typiquement la quantité. Ok, on va y revenir là-dessus. Les architectes contemporains, oui, là-dessus, c'est vrai que l'architecture contemporaine, elle est moche, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un signe de la crise de la modernité et du matérialisme et tout ça. D'ailleurs, il y a une chaîne, voilà, j'ai retrouvé, il y a une chaîne Architecton, c'est un architecte, qui parle de ça, qui parle de cette vidéo, notamment, l'architecture moderne a-t-elle tué le beau ? Il y en a peut-être d'autres, je me souviens plus, j'en ai vu plusieurs, mais qui expliquent la dégénérescence de l'architecture. Et c'est hyper intéressant, vraiment, hein, et ces vidéos sont super bien faites. Donc là-dessus, ok, on se rejoint avec Guénon. On se rejoint aussi, là je suis dans le chapitre l'illusion des statistiques, on se rejoint aussi sur le fait, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, que les statistiques appliquées à l'humain, notamment, ça cache tout un tas de choses. L'humain n'est pas réductible à des statistiques. Alors, je vais nuancer ça après, parce qu'il y a d'autres propos qu'il tient sur lesquels je suis, pour le coup, beaucoup plus en désaccord. Mais là-dessus, on est aussi d'accord. Je cite, « Il en est surtout ainsi quand on en arrive à des considérations des faits d'ordre humain, car ils sont les plus hautement qualitatifs de tous ceux que cette science entend comprendre dans son domaine, et pourtant elle s'efforce de les traiter exactement comme les autres.
Mais bon, voilà, son histoire de hautement qualitatif, c'est un peu vaseux. Et petit à petit, on va voir que ce flou artistique, en fait, il amène à des grosses erreurs. Voilà, alors là, on est chapitre mécanisme et matérialisme, et sur ce chapitre-là, j'ai dans Cantalia, mon bouquin, celui-ci, j'ai un chapitre où je dis sensiblement la même chose. Je dis, à l'époque de Descartes, ça a dérapé, quoi. On a dérapé vers le mécanisme et le matérialisme. C'est un sujet, pour en parler des heures, donc j'ai essayé de faire court. Mais là, pour le coup, je suis en partie d'accord avec lui et en partie pas d'accord. Il dit, c'est pourtant une conception aussi notoirement insuffisante que Descartes a voulu appliquer à tous les phénomènes du monde corporel, par là même qu'il réduisait la nature tout entière à des corps, la nature tout entière des corps à l'étendue, la mesure, quoi. Et que d'ailleurs, il n'envisageait celle-ci qu'un point de vue purement quantitatif. Ouais, ok, ça se réduit pas au quantitatif, mais ça existe. Je veux dire, un corps, ça pèse. La mécanique s'applique sur les corps. On peut pas dire le contraire. Quand vous faites des arts martiaux, je vous garantis que les principes de la physique, les principes mécaniques, ils s'appliquent. Vous faites pas des arts martiaux sans utiliser les effets de levier, la balistique, tout ce que vous voulez. Surtout si en plus vous utilisez des armes. Donc là-dessus, il fait l'impasse là-dessus. L'homme n'est pas que qualitatif. Oui, il l'est aussi, mais il n'est pas que qualitatif. On est aussi, même à l'intérieur de nous, je veux dire, le cœur est une pompe, et il y a des histoires de flux, les veines c'est comme des tuyaux, alors ok, tout ça c'est vivant, ça peut pas se réduire à des tuyaux, parce que ça se répare tout seul, etc. Mais il y a cette partie-là qui existe. Voilà, et là il dit, Leibniz a fort bien montré, comme Descartes et ses disciples, contre Descartes et ses disciples, l'insuffisance d'une physique mécaniste, qui, par sa nature même, ne peut rendre compte que de l'apparence extérieure des choses et est incapable d'expliquer quoi que ce soit de leur véritable essence. Oui, c'est vrai. Mais ces histoires de véritable essence, de véritable tradition, de véritable science initiatique et tout ce que vous voulez, c'est là où après, c'est très vaseux. Et donc, qu'est-ce qu'il oppose à ça? Il oppose, donc, je prends deux petites citations comme ça, c'est juste pour illustrer. Il parle de la géographie sacrée. Comme toute autre science traditionnelle d'ordre contingent susceptible d'être détournée de son usage légitime et appliqué à rebours, si un point est privilégié pour servir à l'émission et à la direction des influences psychiques, quand celles-ci sont le véritable véhicule d'une action spirituelle, il ne le sera pas moins quand ces mêmes influences psychiques seront utilisées d'une toute autre manière pour des fins contraires à toute spiritualité. Alors, tout ça c'est un peu grandiloquent, et quelque part ça rejoint aussi ce que je vous ai dit sur le fait que les outils spirituels pouvaient être utilisés pour libérer ou pour contraindre. En fait, ce sont des outils pour transformer l'esprit. Donc on peut transformer l'esprit et en faire un petit peu, pas totalement, ce qu'on veut derrière. Et donc il parle de cette fameuse ancienne tradition. Et je prends un dernier passage avant d'en arriver à l'explication que je peux vous donner sur l'histoire de la science. Voilà. Et ici, donc il parle de la géométrie sacrée, il parle de la véritable tradition, et ici il parle de la véritable astrologie traditionnelle des anciens. Aujourd'hui, tout aussi entièrement perdue que les autres connaissances du même ordre. Voilà. Donc maintenant, on va parler des anciens, on va parler des modernes, et comment on est passé de l'un à l'autre. Et là, vous allez comprendre le fond de ma critique envers Guénon. Bon, je refais l'explication rapidement, vous vous souvenez, je saute quelques étapes pour pas que ce soit trop long. Mais avec un compas et une équerre, on peut faire des constructions géométriques qui permettent de calculer des tonnes de choses. Je trace une droite entre 3 et 2. Maintenant, je prends une droite parallèle, donc à celle-ci, hop. Et si je viens placer cette droite, alors je vais plutôt la mettre ici, là, sur le 1, je viens de calculer 2 tiers, donc 0,66666. Donc vous voyez là, ici, hop. Et ça, c'est une construction géométrique qu'on peut faire à la règle et au compas. Bien. Maintenant, je fais une autre construction, très rapidement. Hop, je prends ici de 1 jusqu'à 3. Hop. Et je reprends une parallèle. Hop, et cette fois-ci, je prends donc la parallèle d'ici, mais je la mets à 2. Et pouf, ça tombe sur 6. Je viens de faire 2 fois 3 égale 6. Mais je viens de le faire d'une manière géométrique. Et ce que je vous raconte là, c'est très important pour comprendre la suite. C'est pas gratuit comme explication. Donc maintenant,
j'ai besoin d'un peu plus de place. J'espère que c'est pas pratique pour moi pour vous montrer. Mais hop, voilà, je vais me mettre ici. Voici une corde. Et elle est au bout de deux piquets. Mais bon, les piquets, on s'en fiche un peu. Avec cette corde, je peux faire une ligne droite, d'accord? Ça fait une règle. Mais après, je peux faire tourner, je vais faire un plus petit, hop, je peux faire tourner autour de mon axe, ouais, je vais faire plutôt comme ça pour que vous voyez mieux, c'est pas pratique pour moi, je peux faire tourner ici et dessiner un cercle, ok? Donc avec ce simple cordeau, j'ai la possibilité de dessiner un cercle, de dessiner une droite, et donc j'ai les deux outils dont j'ai besoin pour faire ce genre d'opération-là que je viens de vous montrer. Tracer des droites parallèles, on peut le faire avec des cercles, en traçant des perpendiculaires, et puis évidemment, la droite elle-même, c'est juste une corde tendue, entre deux points. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que, grâce à ce simple cordeau, et à l'intelligence derrière, c'est-à-dire d'étudier la géométrie, donc là je suis en train de vous parler d'Euclide, de Thalès, de Pythagore, en étudiant ça, on peut construire une civilisation derrière. Vous rendez compte du truc? C'était littéralement magique. Vous prenez un gars, un chasseur-cueilleur nomade du Paléo, et vous prenez un gars comme, je sais pas, Pythagore et les autres. Avec cette simple corde, il est capable de réaliser des miracles. Ils sont capables de construire les pyramides avec ça. Donc vous imaginez, il faut se remettre à la place, des gens de l'époque. De Gus, il arrive avec sa corde et vous construit des trucs de fou. Il peut faire des effets de levier, il peut soulever des pierres gigantesques, il peut faire des calculs de toutes sortes et créer des bâtiments solides, mais plein d'autres choses. On peut organiser la cité. Donc l'idée, et j'insiste là-dessus, du cercle était fondamentale pour les anciens. Donc maintenant, on va petit à petit en arriver à cette histoire de modernité. Alors, je vais sauter quelques étapes, sinon on n'a pas fini. Pour les anciens, voici ce qu'ils voyaient la nuit. Et donc ce truc-là, en fait, ils le voyaient comme ça, ils voyaient que ça tournait. Donc ils se disaient, ah mais il y a des cercles partout. Les astres dans le ciel bougent sous forme de cercles. Donc le cercle, qui leur permettait de faire des miracles sur Terre, avec la géométrie, avec quelques calculs, c'était fondamental pour eux, vous avez bien compris. Et là, ils se disent, et en plus, le cercle est dans la voûte céleste. C'est divin, c'est cosmique. C'était comme ça qu'ils voyaient les choses à cette époque-là. Sauf que, là, on en arrive petit à petit au cœur du problème. Sauf que, donc tous les points sur la voûte céleste se déplaçaient de concert à la même vitesse, sauf certains, comme celui-ci par exemple, Saturne, sauf la Lune, le Soleil, et puis 5 autres. Donc Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure. Bien. Tous, et encore une fois, mettez-vous à la place des gens de l'époque. Et écoutez bien ce que je vais dire. Tous ces astres se déplaçaient d'est en ouest sur la voûte céleste. Donc pardon, j'ai sauté une étape. Donc sur cette voûte céleste, les points sont tous fixes les uns par rapport aux autres. Toutes les étoiles, elles sont tellement loin, elles sont à l'infini qu'en fait, pour nous, certes, elles tournent autour de la Terre, mais elles tournent toutes ensemble. Sauf donc les 7 astres, qu'ils appelaient les astres errants, qui eux se déplaçaient aussi par rapport à la voûte céleste. Donc en plus du mouvement de la voûte céleste, ils avaient remarqué donc que ces astres-là, donc la voûte céleste va d'est en ouest, mais ceux-là vont aussi d'est en ouest, mais plus vite que la voûte céleste. Donc ils observaient, bon ben voilà, Saturne là, pouf, il va dans ce sens-là. Il suit lui aussi un cercle. Donc bon, et Uranus, voilà, pareil, ça suit aussi un cercle, mais ça allait plus vite. La Lune et le Soleil, pareil. Donc jusque-là, bon ben voilà, il y avait cet astre qui était différent. C'était comme ça. Mais il y avait un os. Il y avait un giga-os. Alors, je sais pas si on le voit, là. Bon, je suis peut-être pas dans le bon hémisphère au bon moment. Mais peu importe. C'est valable pour les autres aussi. Il y avait un gros os. Il y avait Mars. Mars, c'était vraiment le gros mystère. C'est que ces étoiles se déplaçaient comme ça. Et à certains moments, il y avait donc ce qu'on appelle le fameux mouvement rétrograde. Ça partait dans l'autre sens, puis ça repartait dans le sens habituel. Alors ça c'était juste incroyable pour les gens de l'époque, quoi. C'était, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a tout qui va bien. Toutes les étoiles sont fixes. Bon, il y en a 7 qui sont un peu différentes, mais en plus,
Donc la Lune et le Soleil se déplacent toujours d'est en ouest, mais par contre, les autres se déplacent toujours, les 5 autres se déplacent toujours d'est en ouest aussi, sauf à certains moments où elles inversent leur course. Alors ça a été un mystère total pour les gens de l'époque, qui n'a été résolu que à l'époque de Galilée et de Newton. Et c'est ça qui a donné naissance à la fameuse ère moderne, que critique Guénon. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bon, j'ai enlevé le sol, ok. Donc j'ai accès à toute la voûte céleste. Et ici, eh bien, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est Galilée, il a inventé la lunette astronomique. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Alors, je sais plus laquelle qu'il a vu, mais il a vu des lunes. Il a vu des lunes autour de Jupiter. En fait, il a vu des astres qui tournaient autour de Jupiter. Et là, ça a été le choc. Là, ça a été un choc gigantesque à l'époque. Pourquoi? Parce que, en fait, tout tournait autour de la Terre, dans la théorie qu'ils avaient à l'époque. Alors, il y avait eu chez les Grecs, j'ai oublié son nom, il y en avait un qui avait postulé que, en fait, non, le Soleil tournait, que la Terre tournait autour du Soleil. Mais bon, c'était resté marginal. Donc, quand Galilée voit ça, bah patatras, quoi, c'est le drame. En fait, il se rend compte que non, tout ne tourne pas autour de la Terre. Là, il a la preuve, il le voit, que d'autres astres tournent autour de Jupiter. Donc, ça fout tout en l'air. Toute la théorie précédente qui tenait tant bien que mal. Alors, ils expliquaient les trajectoires des astres avec des cercles et des cercles dans les cercles. Donc ils appelaient ça les épicycles. En fait, et puis c'était devenu un truc hyper compliqué au fil du temps parce qu'il y avait tellement d'exceptions qui se rajoutaient à droite à gauche, ils n'arrivaient pas à les expliquer. Donc voilà ce qui s'est passé. Première étape. Jupiter. Imaginez donc Galilée qui zoome et qui voit plus ou moins un truc comme ça, quoi, à son époque. Ou peut-être un truc comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il a vu avec les lunettes de l'époque, mais il a vu quelque chose. Donc là, déjà, ça remet un petit peu tout en cause. Et c'était pas le seul problème que les anciens avaient avec leur idée de tout réduire à des cercles et à des lignes droites. C'était les fameux 3 problèmes de l'Antiquité, la trisection du cercle, la quadrature, la trisection de l'angle, la quadrature du cercle et le doublement du cube. Et c'est des problèmes qui ont demandé des millénaires à être résolus. De même que l'histoire de ces fameux astres errants et du mouvement rétrograde des planètes, notamment de Mars, qui était la plus visible. Donc, ça c'est la première étape. Galilée qui observe ça. Et là, qui observe que la Terre n'est pas le centre de tous les mouvements. La deuxième étape, eh bien, c'est ce fameux calcul intégral que critique René Guénon. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de calcul intégral, mais donc c'est Leibniz qui a inventé ça et aussi Newton. Ils l'ont, il y a controverse, mais plus ou moins co-inventé. Et le principe, pas très compliqué. Vous voulez calculer l'aire d'un rectangle. Vous faites, vous multipliez la longueur d'un côté par un autre côté. C'est ce que je vous ai montré là. Et ça, c'est une opération qu'on peut faire avec de la géométrie, avec un compas et une équerre. Donc, il y a équivalence entre la géométrie et l'arithmétique dans ce cas-là. Mais si vous voulez calculer l'aire de ça, de cette fonction-là, là, vous êtes bien embêté. C'est là où intervient donc le calcul intégral. Alors là, il y a une petite animation qui montre comment on fait. En fait, je vais descendre un peu plus loin. Voilà. En fait, on va découper en morceaux notre fonction, et puis on va faire la somme de ces petits morceaux. Et ensuite, les morceaux là ici qu'on découpe, ce sont des rectangles. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre des rectangles de plus en plus petits. Voilà, comme ici, là, vous voyez, on va prendre des rectangles de plus en plus petits, et on a une approximation de la fonction qui est meilleure au fur et à mesure qu'on prend du plus petit. Le problème, c'est, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'infini? C'est pour ça que ça s'appelle du calcul infinitésimal. Est-ce qu'on peut prendre un rectangle infiniment petit? Et si oui, il se passe quoi? Alors, les mathématiciens se sont posé beaucoup de questions philosophiques là-dessus. Est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est juste une astuce de l'esprit? Ou est-ce que ça correspond à quelque chose de réel? Eh bien, ce n'est pas la première fois que la question s'est posée, que c'est arrivé dans l'histoire des mathématiques, cette histoire-là. Donc là, je vais pas rester trop longtemps dessus, parce que je me doute que les non-matheux, là, ils sont paumés. Donc, il faut quand même que je l'explique. Ici, là, vous voyez, c'est une équation.
Donc c'est une fonction, on cherche où est-ce que cette fonction va être en intersection avec l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est ça l'équation qu'on essaie de résoudre. Bon, on avait trouvé des solutions pour résoudre cette équation-là, l'équation du deuxième degré. Mais par contre, l'équation du troisième degré, ça patinait, ils n'y arrivaient pas. Ils ont été obligés d'inventer un truc super bizarre qui était la racine carrée de -1, un truc qui n'existe pas normalement, et ils se sont dit, bon, ben, on va juste appeler ce bidule I comme imaginaire. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du calcul, le I s'élimine. Donc, bon, ok, tant pis. On fait un truc super chelou, mais à la fin, on y arrive. Donc, et en plus, on n'en a plus besoin. Donc, ils ont inventé ce truc super chelou là, donc I, le nombre imaginaire. Où est-ce que j'ai ça? Ouais, c'est peut-être pas ici. Ouais, tiens, d'ailleurs, ça parle, je savais pas ça, ça parle de la trisection de l'angle aussi. Donc vous voyez, en fait, on revient au problème de base. C'est-à-dire que les anciens se disaient, on a un système à base des cercles, c'est génial, ça fait tout, ça représente le cosmos, on crée des machines avec incroyables, enfin, on l'utilise dans tous les domaines, mais il y a des trucs, c'est bizarre, on n'arrive pas à les faire. Est-ce que c'est nous qui sommes trop mauvais, on n'a pas trouvé l'astuce, ou bon, bref, ça a posé des grosses questions. Ah ben voilà, les nombres complexes. Donc, voilà, ici, là, le fameux I. Bon, là, je sais que ceux qui n'ont pas fait de maths, vous êtes complètement largués, donc je ne vais pas rester longtemps dessus, mais il faut que j'en parle. Et ce qui s'est passé, c'est que, au départ, c'était quelque chose de complètement abstrait, ce truc-là, qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Sauf que, dans la pratique, bien plus tard, on s'est rendu compte que c'était indispensable pour décrire la physique. Le nombre I est central dans la mécanique quantique, en fait. On peut pas s'en passer. Donc il a beau être un truc complètement inventé, il existe dans la réalité. Et c'est pareil pour le calcul intégral. Si vous voulez calculer le volume d'un tonneau, si vous voulez calculer le mouvement des astres dans le ciel, vous avez absolument besoin du calcul des intégrales. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'était une histoire de calcul d'air, Newton a repris les calculs de Nôtre, et c'est là où il aboutit à une loi toute simple, la loi de la gravitation. Et là, tout d'un coup, tout s'éclaire. Toutes les histoires de précession, de mouvement rétrograde, de comment fonctionne le mouvement des étoiles, n'est pas réduit au cercle, mais il est réduit à quelque chose qui s'en rapproche quand même beaucoup. Mais sauf que bon, c'est une équation qui utilise du calcul intégral. Et ça prouve de manière indiscutable que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Parce qu'avec la loi de la gravitation, maintenant, on sait que c'est comme ça. Donc, le problème qui a duré depuis plusieurs millénaires est enfin résolu. Vous imaginez le choc. Vous imaginez le double choc. C'est pas le cercle qui est le centre de tout, finalement, on s'était planté. C'est l'ellipse, en l'occurrence. Le calcul de Newton montre que qu'on tourne autour du Soleil, non pas sous forme d'un cercle, mais sous forme d'une ellipse. Et donc, ça a des répercussions sur, précisément, la manière dont les anciens voyaient la chose. Quand ils voyaient, le cercle était ce qui unifiait tout, ça unifiait le cosmos, l'homme, la cité et tout ça, et puis là, tout d'un coup, on se dit, ah ben merde, on s'est planté sur le cercle. Donc, la vision un peu magique qu'il y avait au départ, ouais, mais ce dont je vous parlais tout à l'heure, qu'avec ce simple cordeau, on arrive à construire des choses incroyables, qui étaient littéralement de la magie pour l'époque. Et bien là, tout ça est foutu en l'air. Enfin, pas foutu en l'air, puisque ça avait permis quand même d'avancer jusqu'à ces découvertes. Mais il n'empêche que tout est remis en cause. Donc ouais, la métaphysique d'avant, ils se sont dit, bon, finalement, ouais, ils n'arrivaient pas à résoudre des problèmes, nous on y arrive, avec nos trucs un peu bizarres, avec notre infinitésimale, ça marche. Donc moi, quand j'ai lu Guénon, je me dis, ok, tu veux remettre ça en question, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que tu mets à la place? Donc, qu'est-ce qu'il met à la place? Il met cette fameuse tradition. Et l'idée de Guénon, c'est qu'on a perdu progressivement la tradition. On en disposait avant les Grecs, et puis petit à petit, on a un peu tout perdu pour arriver à l'époque moderne, matérialiste, il n'y a plus de spirituel, oulala, attention. Et il situe un des points d'inflexion, notamment, voilà, bon, il le met là en note de bas de page,
euh, au Moyen-Âge, donc à la fin de l'ordre du Temple. Et bon, c'est pour des histoires monétaires, je vais pas rentrer dedans, bien que il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, mais nous n'y insisterons pas davantage, mais nous rappellerons que c'est précisément à ce moment que nous estimons pouvoir faire remonter le début de la déviation moderne proprement dite. Bon. Et je viens de vous expliquer cette déviation moderne. C'était pas gratuit. C'était pas juste parce qu'on a oublié les anciens enseignements. C'est que les anciens enseignements étaient limités. Là, sa fameuse tradition à Guénon, elle était très limitée. C'est pour ça que la véritable astrologie traditionnelle des anciens, elle est foireuse. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient que sept astres, la Terre, la Lune et les 5 autres. Ils connaissaient pas Uranus et Neptune. Donc sa fameuse tradition, en fait, c'était juste l'ignorance de l'époque. Ils n'avaient pas plus de connaissances. C'est là où, en fait, Guénon se trompe. C'est qu'ils pensent qu'avant, ils avaient plus de connaissances et qu'on les a perdues. Non, 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 non. Il n'y a absolument rien qui étaye ça. C'est-à-dire que la connaissance, elle s'est bel et bien construite au fil du temps, elle s'est améliorée. Il n'y a aucune trace de cette fameuse connaissance traditionnelle qui était supérieure. Moi, dans l'absolu, pourquoi pas, on peut soutenir la thèse de Guénon, mais il faut quand même l'étayer avec un minimum de faits. Il faudrait montrer comment il faudrait retrouver les traces à une époque où les gens parlaient, je sais pas, de Neptune, et puis qu'après on ait perdu la connaissance de Neptune. Mais non, c'est pas ça. Je viens de vous l'expliquer, la véritable histoire. Ils observaient le ciel, et il y a des choses, voilà, Mars, je vous en parlais tout à l'heure, qui est ici. Donc Mars, sur laquelle on va peut-être découvrir, pour l'instant, c'est pas encore certain à 100%, mais il y a de plus en plus d'indices qui montrent qu'il y aurait la vie sur Terre. Et c'est exactement la même situation que précédemment, où on fait des recherches, tout est pareil partout, sauf qu'il y a des exceptions. C'est un peu comme cette histoire de... en fait, c'est encore Mars qui fout le bordel, tiens, je suis en train de me dire... c'est marrant. Donc Mars avait son mouvement rétrograde, et Mars, pour l'instant, il y aurait des traces de vie là-bas. Donc peut-être que Mars va nous refaire le coup, encore une fois, de nous dire, la vie n'est pas apparue que sur Terre. Et donc, la vie apparaît partout dans l'univers, et donc, on n'est peut-être pas les seuls. Ce qui va casser l'humanisme, parce que jusqu'à présent, on était censé être le summum de l'intelligence dans l'univers, vous voyez, donc... Et là, ça remettrait en cause ce récit. Donc on revit encore une crise un peu du même genre, potentiellement bientôt. Mais je m'égare. Donc la fameuse science traditionnelle, c'est juste la science archaïque en fait, sur laquelle Guénon projette des trucs. Projette c'était mieux avant, on a perdu la connaissance. Ce qui est faux. Les anciens ne savaient pas faire la trisection de l'angle, ne savaient pas faire la quadrature du cercle. On a démontré que c'était pas possible. À l'époque, ils savaient pas. Les anciens avaient des tables de calcul, certes très sophistiquées pour prévoir le mouvement des astres, mais c'était pas du tout comparable avec ce qu'on fait maintenant. La précision qu'on a atteint maintenant, elle est qui était atteinte à l'époque de Guénon aussi, hein, donc ils savaient ça, ils pouvaient le savoir en tout cas. Et le fait qu'il n'y ait que cette planète à l'époque, c'est le nom des 7 jours de la semaine, ça vient de là. Donc ça aussi, il pouvait le savoir. Mais je pense qu'il n'a pas trop cherché dans cette direction. Donc Guénon, je récapitule, et je vais conclure. Il a touché juste, en un sens. Parce que, effectivement, quand il y a eu cette découverte, Jupiter et Mars, effectivement, ça a été un gros traumatisme, et la science, petit à petit, s'est détachée du spirituel. Donc il y a eu 2 branches, j'en parle dans mon bouquin Cantalia. Il y a eu, grosso modo, un côté la science, de l'autre côté les occultistes. Et en gros, ça a été la guéguerre depuis cette époque. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc là-dessus, je le rejoins complètement. Et c'est vrai qu'à son époque, il n'avait pas encore assisté à la naissance des Lumières 2.0 qui réunifient l'occultisme et les sciences. Et la spiritualité. C'est précisément le sujet de la chaîne. Hein. Les sciences cognitives réalisent cette union en réintégrant la question de la conscience. Donc voir, je l'ai pas mis là dans mon petit diapo, voir David Chalmers, le problème difficile de la conscience. Bon, donc effectivement, le côté
la mécanique newtonienne, les statistiques, les maths et tout, on a essayé de les appliquer à tout, notamment à l'économie, et ça a été complètement foireux. Donc toutes les théories économiques de, de, qui viennent de cette époque-là, ben ouais, pour le coup, vu que on parle de l'humain, il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Et c'est vrai que on est parti trop loin là-dedans, dans la réduction de la vie à de la mécanique. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Aujourd'hui, on a suffisamment de microscopes et de mécanique quantique et tout ce que vous voulez, et d'études de la biologie pour avoir pigé que c'est pas comme ça que ça se passe. Et les sciences cognitives, d'ailleurs, sont très très proches des dires qu'il y a dans les spiritualités non dualistes, dans le yoga et compagnie. Hein. Et aujourd'hui, des gens comme Andrew Huberman ne s'en cachent même pas. Hein, c'est lui là, de s'inspirer des sciences cognitives, hein, de s'inspirer pardon du yoga. Donc lui, il a un podcast sur les neurosciences. Et en fait, pour moi, c'est le nouveau yoga, quoi. C'est l'évolution du yoga, ce qu'il propose. On a étudié la respiration, on a étudié ce que faisaient les yogis, on a vu ce qui marche pas, on a découvert plein d'autres trucs et on remet tout ça à l'endroit, quoi. Donc évidemment, Guénon, il n'avait pas accès à tout ça. Ceci dit, il a quand même beaucoup surinvesti la tradition, il y a prêté des vertus qu'elle n'avait pas et des défauts qu'elle n'avait pas. Et il a prêté aussi des défauts aux anciens qu'il n'avait pas. Donc il a idéalisé tout ça. Et j'espère que ma démonstration aura été convaincante sur l'histoire des sciences. Alors, c'était à gros traits, hein, il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Mais on n'a pas perdu de connaissances. On a construit une nouvelle connaissance. Oui, certes, cette nouvelle connaissance nous a fascinés en quelque sorte. Donc, il y a eu des moments où on est trop parti dans un sens, où on a oublié certaines choses. Mais c'est un peu normal en fait. Il faut se remettre à l'époque de Newton et Galilée et se dire, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, il y a deux grosses étapes dans ce que je dis. Il y a l'étape des anciens, quand ils découvrent le pouvoir du cercle, tout ce qu'on peut faire avec, de la géométrie, des calculs, et donc construire des choses avec, faire de l'effet de levier, bâtir des pyramides, etc. Alors les pyramides, c'était avant les Grecs, mais il est fort probable que les Grecs aient hérité de tout ça, hein, puisque c'est pas caché qu'ils allaient faire des voyages en Égypte pour apprendre ces trucs-là. Bon, c'est suite à l'effondrement de l'âge de bronze, donc il y a eu une période qui a effacé pas mal de trucs. Mais, bref, donc il faut se remettre à l'époque. Mais ceci dit, ils ont eu raison de se dire, et si l'éclair, c'était pas Jupiter, c'était un phénomène naturel. Est-ce qu'on peut étudier ces phénomènes naturels et comprendre leurs lois? Ben, c'était bel et bien, c'est ce que critique Guénon, c'était bel et bien le début de la science, et ça a permis d'augmenter les connaissances progressivement. On ne les a pas perdues. C'est là où Guénon se plante. Et donc le deuxième gros traumatisme, c'est effectivement Jupiter, encore une fois, donc Jupiter et Mars. Hein. c'est les deux boss. Mars pour le mouvement rétrograde qui posait une grosse énigme, et Jupiter quand on a vu la Lune, mais Jupiter aussi relié à l'électricité dont je viens de vous parler. Et donc ça a été un énorme traumatisme aussi, de se dire, finalement, on s'est complètement planté avec nos idées de cercle et que tout tournait autour de la Terre. Bah oui, parce que eux, les anciens, ils voyaient absolument tous les points sur la voûte céleste tourner autour de la Terre, sauf 7, mais qui tournaient aussi, mais pas de la même manière que les autres. Donc, pour démêler tout ça, ça a pris des millénaires. Mais on n'a pas régressé. J'insiste, hein, parce que c'est là-dessus que Guénon se plante. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout bazarder de la tradition ? Bon, alors là, c'est une autre question, je ne vais pas traiter maintenant. C'est ces fameuses histoires de spiritualité de droite et de gauche. Donc, Guénon, vous avez compris, c'est spiritualité de droite, hein, axée sur la hiérarchie, alors que la spiritualité de gauche, c'est tout l'inverse. Et effectivement, la spiritualité de droite a été attaquée par ce que je viens de vous dire, par la science. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la science, elle est entièrement de gauche, et ça pose un problème, parce qu'on voit bien que les dérives dans le wokisme, ça foire complètement. Donc, il ne s'agit pas non plus de tout mettre à la poubelle. Et précisément, pour moi, quand je parle d'alignement et de mismatch, c'est de faire cette synthèse entre la tradition, sans l'idéaliser, comme fait Guénon, et la modernité. Donc, retrouver le côté émerveillement qu'avaient les anciens, de se dire,
avec notre cordeau là et notre cercle, on touche à quelque chose d'incroyable, de retrouver ça. Donc il faut comprendre l'histoire des sciences pour ça, parce qu'effectivement aujourd'hui on est un peu paumé dans les chiffres et les labos et les trucs et on a perdu ce sens du sacré. Et aussi, ben, tout ne se vaut pas. Ce que j'entends par là, c'est une esthétique. Et là-dessus, je rejoins Guénon. Quand je dis l'art moderne, ben, c'est moche. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent derrière pour dire oui, gna 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 gna. Ben non, c'est moche, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose que, ben, soit vous le ressentez, soit vous le ressentez pas. Mais je pense que, bien sûr qu'il y a une part de subjectif dans l'esthétique, mais il y a aussi une part d'objectif. Et cette part d'objectif, en fait, elle a trait à des... alors j'en parle, encore une fois, dans Cantalia, j'explique pourquoi on a ce sens du beau en nous. Il y a des histoires de symétrie, il y a des histoires de proportion, il y a des histoires de fertilité derrière. Il y a des histoires de dissipation de l'énergie. Donc en fait, ça remonte quand même à des lois de la physique. Quand les anciens s'intéressaient au nombre d'or, eh bien, ils n'avaient pas tort. Ça cache plein de choses, ce nombre d'or. Faut peut-être que je fasse une vidéo un jour là-dessus, mais l'idée, c'est de comprendre pour s'adapter. Parce que le monde change. Donc l'ère digitale, effectivement, bouleverse beaucoup de choses. Bon bref, c'est tout le sujet de la chaîne. Je ne vais pas réaliser cette réconciliation maintenant, en quelques mots. Mais voilà. Si, en quelques mots, c'est ça. C'est philosophie naturaliste et pratique spirituelle. Le problème, c'est que on a perdu, et là je rejoins Guénon encore une fois, la spiritualité au sens pratique de transformation de notre esprit. Spiritus, spirit, l'esprit. La philosophie et la science se sont égarées dans le sens où elles ont perdu ce côté-là. On a les techniques de la nature, de la matière, mais on a perdu les techniques de l'esprit. Bon, je dis on les a perdus, on est en train de les retrouver, et j'y travaille, je ne suis pas le seul. C'est bien pour ça que j'ai créé la formation sur la maîtrise de l'attention, parce que c'est le cœur de toutes les techniques spirituelles, en fait. L'attention, c'est la porte dérobée de l'esprit. En fait, tout passe par là. Toutes les techniques de méditation remontent, en fait, à la maîtrise de l'attention. Sauf qu'aujourd'hui, on a une compréhension bien plus fine et développée que celle des anciens, qui tâtonnaient, qui pratiquaient beaucoup et qui avaient trouvé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on entre dans une autre dimension. La formation que je propose à ce sujet, je vous garantis que, avec les explications de la psychologie évolutive et des sciences cognitives, c'est autre chose que ce qu'on avait avant. Avant, ouais, ils avaient des pratiques, ils tâtonnaient, mais aujourd'hui, on sait pourquoi il faut utiliser telle pratique à tel moment. C'est plus du tout pareil. Donc on peut pas rejeter la modernité. À mon avis, ça n'a pas de sens. Comme le fait Guénon, qui veut retourner vivre au Moyen-Âge avec... on va redevenir tous artisans, je ne sais quoi. Ben non. Oui, c'est bien de le préserver, tout ça. Oui, il faut préserver l'esthétique. Mais il faut pas oublier que ce monde du Moyen-Âge, voilà... un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte. Qui veut retourner là, quoi? La modernité n'a pas eu que des méfaits. CF, le siècle de malheur, dont j'ai mis une petite vidéo dessus, le 14e siècle, qui est en fait, pour Guénon, c'était encore la période où c'était cool, quoi. Pour lui, le 14e siècle. C'était avant la chute de la modernité. Alors, ok, il y avait la chute des Grecs, mais bon, bref, le 14e siècle, c'était atroce. C'était un siècle, c'était vraiment l'apocalypse, quoi. Et on a quand même résolu pas mal des problèmes de cette époque grâce à la science. Donc, puis voilà, pourquoi on irait oublier le calcul intégral et donc le fait que la Terre tourne autour du Soleil et la loi de la gravitation et tout le reste. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Je ne peux pas concevoir une spiritualité de l'oubli, quoi. C'est parce que sa fameuse tradition qu'il idéalise n'existe pas. Donc en fait, il prône une spiritualité de l'oubli au final, sans le vouloir, évidemment. Voilà, donc, dans la prochaine vidéo, on discutera encore une fois de cette tradition primordiale et d'autres éléments qu'il a apportés à ce sujet, et notamment sur les symboles, les mythes et tout ça. Et là-dessus, voilà, vous avez une petite preview ici, mais voilà, on sait des choses alors que lui ne savait pas à l'époque, donc je ne vais pas non plus lui reprocher... des choses qu'il ne pouvait pas ignorer. Mais il n'empêche que, là aussi, il s'est fourvoyé. Voilà, donc, s'il y a des sujets que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas à me les soumettre. Des sujets qui ont trait soit à la société, et je les traiterai d'un point de vue spirituel,
ou de la nouvelle spiritualité, spiritualité 2.0. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à liker, commenter, partager, et de vous abonner, et de devenir membre éventuellement pour soutenir la chaîne. Ou d'acheter mes bouquins aussi, ça m'aidera. Là, ici, je pose, alors ça sera pas la seule, mais je pose la première pierre de cette nouvelle spiritualité réconciliée avec la science. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a un chapitre que je consacre à la scission qui a été opérée et pourquoi et comment, au Moyen-Âge, effectivement. Et je la situe comme Guénon, je situe le schisme avec Descartes.